Bonjour Wassim, Bonjour. c'est Abdoulaye Diop qui a donc répondu à vos questions. Absolument. Il y avait cette rumeur, on va dire. Donc j'ai tout de suite je lui ai adressé la question directement. Il a répondu en ces termes-là. Donc, le Mali demande la révision du traité en matière de défense et des amendements ont été formellement donc présentés à Paris et que Bamako attendait la réponse de Paris. Il est même allé encore plus loin en parlant de mesures ou de clauses anticonstitutionnelles. En ce qui concerne, par exemple, l'interdiction de vol, telle qu'il l'a présenté, de la chasse malienne dans certains endroits. Sur ce point-là, j'ai vérifié, en fait, c'est pas vraiment le cas. Il y a des règles, ce qu'on appelle de déconfliction. Donc, quand la chasse malienne, qui est très jeune, d'ailleurs, elle a été réactivée il y a 1 an exactement avec des avions Tucano. Donc, quand ils veulent intervenir sur zone, il faut que ça soit coordonné avec les Français, qui ont le plus grand nombre d'aéronefs, en fait, sur zone pendant les opérations militaires. Donc, ceci dit, j'ai aussi vérifié que effectivement, les Maliens ont présenté cette demande fin décembre, qui est restée un peu, on va dire, confidentiel, sauf que le fait que maintenant c'est sorti, qu'ils le disent clairement, que ça soit le ministre des Affaires étrangères qui le dit, évidemment, au monde d'un cran, comme vous l'avez très bien dit, par rapport aux relations franco-maliennes. Peut-être un petit mot sur ce traité entre Bamako et Paris. C'est un traité qui régissait les forces françaises post-Serval, donc dès 2013, qui a été amendé en 2014 pour Barkhane et puis en 2020 pour la force Takuba, donc les forces spéciales européennes. Donc c'est le cadre, on va dire, légal de l'intervention des forces françaises et des forces partenaires au Mali. Donc c'est central dans la coopération entre la France et le Mali. Quelles répercussions ça peut avoir pour les forces françaises? Pour le moment, aucune. Parce que les opérations françaises continuent, malgré le vol qui a été dénoncé comme violant l'espace aérien malien il y a quelques jours, en vol d'A400M d'un avion de fret logistique français. Ça continue. J'ai pu apprendre qu'il y a eu 30 vols au profit des FAMA, MINUSMA et Forces du Niger. 25% de ces vols, on parle de renseignement et de vols de frappe et de renseignement, 25% au profit des forces maliennes, sachant que 50% de toute l'activité est au profit des forces maliennes. Et j'ai pu apprendre aussi que dans les dernières 48 heures, il y a eu 4 opérations conjointes entre forces françaises, Takuba et forces maliennes dans la région du Ménaka et particulièrement à Indeliman, où la force Takuba et les Français essayent d'aider les forces maliennes à réinvestir des bases qu'ils avaient perdues au profit de l'État islamique en 2019. Donc pour le moment, selon les sources officielles françaises, ça continue. Mais l'impact est finalement tombé sur les autres, c'est tombé sur la MINUSMA. Ouais, ça ne change rien pour Barkhane, mais pour la MINUSMA, c'est une autre affaire. Vous avez eu le porte-parole, je crois. C'est une autre affaire. J'ai eu le porte-parole. J'ai pu comprendre que depuis vendredi, tous les vols n'ont pas le droit les vols de MINUSMA sont aux arrêts. J'ai eu des contacts à Kidal, des représentants Touareg qui m'ont dit on est coincé à Kidal. En gros, on peut pas rentrer. Il y a plus de vols. Et j'ai eu il y a quelques minutes le porte-parole de la MINUSMA qui m'a dit très clairement qu'effectivement à ce moment même là, qu'il y a des pourparlers avec les Maliens pour un nouveau mécanisme, ce qu'on appelle d'approbation des vols de la MINUSMA, sachant que la MINUSMA ne convoie pas que du personnel de l'ONU. La MINUSMA, c'est le fret aérien entre le Bamako et le Nord. En gros, c'est la MINUSMA. Donc, on parle de civils, on parle de représentants du gouvernement, on parle d'ONG, on parle d'intervention de la MINUSMA humanitaire vis-à-vis des populations locales, même quand il y a des catastrophes, pas forcément dans le cadre de combat. Donc, le fait que ça soit remis en question, le plus gros impact, l'impact le plus lourd, est vis-à-vis des populations civiles aujourd'hui en ce qui concerne la MINUSMA. Et cette nouvelle configuration, est-ce que ça conforte les djihadistes? Écoutez, les djihadistes profitent évidemment du vide. Il faut rappeler qu'ici même à France 24, on a dévoilé la première confrontation entre djihadistes et opératifs russes. Donc c'était le 3 janvier, parce que ces opératifs russes, c'est à cause de cet élément-là qu'on a tout ce micmac diplomatique aujourd'hui. Le fameux Wagner. Voilà, absolument. Donc Wagner plus militaire de rang, russe, mécano pour les hélicos, etc. Donc les djihadistes se sont prononcés très clairement par des audios le 15 en appelant au combat contre les Russes au même titre que les Français et l'armée malienne. Iyad Agali, le chef donc du JNIM, s'est prononcé contre les Russes il y a quelques mois. Donc pour eux, ça continue comme d'habitude et les Russes s'ajoutent, on va dire, à toutes ces armées présentes sur zone. Mais évidemment que si vraiment, dans les faits, de manière opérationnelle, la collaboration entre l'armée malienne et les armées françaises et les armées africaines du G5 est mise à mal, évidemment que les djihadistes vont profiter de ce vide-là, sachant qu'effectivement, même si les Russes ou Wagner sont présents sur le terrain, ils peuvent réussir et ils peuvent échouer aussi. Il faut rappeler que Wagner a échoué face
face à l'État islamique au Mozambique. Qu'en Libye, Wagner n'a pas eu les résultats escomptés, malgré à l'époque l'aide de la France au général Haftar. Et qu'en Syrie, quand les Wagner ont été trop loin chercher les Américains les ont frappés et ça n'a pas suscité une réaction de Moscou. Donc c'est une histoire, on va dire, en évolution. Il y a aujourd'hui un remous diplomatique. On attend de voir quelles seraient les conséquences vraiment sur les opérations militaires sur le terrain.